Bonjour à tous. Merci beaucoup Alexandra pour ton invitation. Je dirige le Laboria, qui est ce programme commun à INRIA et au ministère du Travail et de l'Emploi pour accompagner les politiques publiques sur le sujet de la transformation du travail. Alors si on regarde le sujet de l'IA, évidemment un peu avant son accélération actuelle, liée à l'arrivée de l'IA générative depuis un petit peu plus de 2 ans, le sujet de l'IA au travail a à peu près pour nous une petite quinzaine d'années. Lorsqu'on a commencé à y réfléchir, l'approche dominante que l'on retrouvait dans la sociologie et dans l'économie pour essayer de se projeter sur le futur du travail, c'était de ça qu'on parlait à ce moment-là, l'approche dominante était de considérer l'IA comme une nouvelle forme d'automatisation et qui, comme les autres, allait chercher des tâches répétitives. Alors, des tâches répétitives dont l'IA allait plutôt nous débarrasser, pour nous déplacer, ce qu'on disait, sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, avec pour les entreprises une promesse de création de valeur et pour les travailleurs une promesse de concentration de l'activité sur ce qui fait sens dans son métier. Le rapport Villani de mars 2018 disait l'IA est une occasion unique de désautomatiser le travail humain et de repositionner les travailleurs sur ce qu'il appelait les compétences proprement humaines. Le proprement humain, il faisait une petite liste, c'était la créativité, la résolution de problèmes, la capacité d'adaptation, les relations humaines. Tout ce sur quoi l'humain serait supposément irremplaçable. Donc ça, c'était la vision qu'on avait dans les années 2010. Et en fait, comment on regardait la transformation des métiers? La transformation des métiers, on la regardait sous l'angle de la prévalence des tâches routinières dans un métier. Et on disait finalement, plus un métier a de tâches routinières, et plus il est concerné par l'IA. Et un métier était considéré comme en danger, si je puis dire, lorsqu'il avait plus de 70% de ses tâches qui étaient exposées à l'IA. Et donc pour les RH, les injonctions, c'était d'identifier ces métiers dans les organisations et de regarder comment on pouvait les accompagner, soit vers une réorientation, soit de regarder dans quelle mesure ils étaient en capacité de produire de la valeur sur les quelques pourcents de tâches qui leur restaient. Est-ce qu'ils avaient les compétences pour passer 100% de leur temps sur les tâches à plus haute valeur ajoutée? Et on se posait aussi des questions sur la charge mentale que ça pouvait impliquer de passer tout son temps sur ces tâches très complexes. 10 ans plus tard, été 2023, on a l'OCDE qui produit un rapport qui regarde d'abord les 10 applications de l'IA qui ont connu les progrès scientifiques les plus significatifs. Donc là, on retrouve la traduction, les jeux vidéo en temps réel, la compréhension de la lecture, la parole, la reconnaissance des pistes musicales et instrumentales, les jeux de stratégie abstraits. Voilà. Et une fois qu'on a vu ça, on regarde qu'est-ce que ça veut dire en matière de compétences. Voilà. Qu'est-ce que veut dire les progrès scientifiques de l'IA en matière de compétences? Et là, ils identifient dans une nomenclature de compétences qui existe depuis longtemps, qui s'appelle l'enquête PIAC, 5 compétences clés sur lesquelles l'IA a beaucoup progressé. On retrouve la mémoire, qui est la mémoire persistante, en fait, qui va permettre le raisonnement. On va retrouver la vitesse de perception, la capacité de la machine à identifier les similitudes et des erreurs dans des grands ensembles de données. L'ordonnancement de l'information, la capacité de la machine à ordonner l'information selon des règles définies en avance. La vitesse de structuration, la vitesse avec laquelle la machine identifie des unités de sens dans des grands ensembles de données. Et la flexibilité de structuration, c'est-à-dire la capacité de la machine à identifier dans des unités de sens dans des données qui sont masquées par des données distrayantes. Dernière question. Quels sont les métiers qui mobilisent le plus les compétences sur lesquelles l'IA a le plus progressé? Et là, l'OCDE nous dit que les 3 métiers les plus exposés à l'IA, c'est directeurs généraux, ingénieurs et managers. 80% de recouvrement entre les capacités de l'IA et les compétences des métiers. Et donc, on voit que finalement, l'IA, contre toute attente, semble avoir davantage progressé sur les tâches cognitives de haut niveau, non répétitives. Et donc aujourd'hui, on a 2 trajectoires de l'IA, et on va voir qu'il y en a une troisième. La première trajectoire, c'est de dire on va mettre l'IA sur les tâches répétitives. Et donc là, on touche des métiers où il y a beaucoup de répétitions. Et il y a aussi le sujet de l'IA sur les tâches à haute valeur ajoutée non répétitives. Arrive un an avant, puis maintenant de manière très large, l'IA générative, et qui aujourd'hui domine les usages professionnels, très largement. Sauf que la trajectoire est très différente. C'est-à-dire qu'avant l'IA générative, on considérait que moins de 1% des Français pouvaient dire « je travaille avec l'IA ». Selon les dernières études, aujourd'hui, on parle de 50% des Français qui ont travaillé au moins une fois avec l'IA. Et sur ces 50%, la très grande majorité disent le faire avec une solution non validée par leur employeur, en shadow IT, et en plus, qui semble payer. Ils payent des outils pour travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moitié du chiffre d'affaires d'OpenAI vient des abonnements des particuliers. Et ils payent 20 € par mois pour utiliser un outil au boulot.
Là où la plupart des gens attendent d'avoir l'autorisation de leur chef pour avancer 3 € pour avoir un ticket de métro, bah là, ils prennent à leur charge. Et évidemment, ils ne le font pas pour la recette du gâteau au chocolat, ils le font parce qu'ils veulent tirer des bénéfices au travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'IA est plutôt une initiative d'employés et non d'employeurs. Là où avant, on avait des employés qui freinaient les initiatives des employeurs, aujourd'hui, on a des employeurs qui freinent les initiatives des employés. Voilà. Et c'est un sujet c'est très difficile pour les DRH d'appréhender ça, sachant qu'on a des professionnels qui, en fait, sont eux-mêmes les définisseurs du curseur de l'IA, où est-ce qu'ils le positionnent, mais dans des pratiques extrêmement clandestines. Et donc, on a des sujets qui est comment on sort de ça. Comment on amène tout le monde à faire son coming out. Voilà, j'utilise l'IA générative au travail. Et pourquoi ils le feraient? S'ils ont gagné en productivité, le risque, c'est qu'ils en perdent les bénéfices, que tous les bénéfices viennent vers l'employeur. Si l'employeur est très content de leur travail, ils risquent de perdre la reconnaissance. Voilà, s'ils annoncent depuis 6 mois, ils sont si rapides, si performants, etc., et bien, parce qu'ils utilisent l'IA, peut-être que le manager va dire finalement, ce n'est pas si méritant. Donc en fait, il y a des sujets qui sont vraiment au cœur quand même des enjeux RH, sujets d'intensification du travail, de partage de la valeur et de reconnaissance du travail, qui aujourd'hui ne sont pas traités parce qu'on reste dans cette clandestinité. Dernière chose, quand on regarde sur quoi les collaborateurs utilisent cette IA clandestinement, ce système d'IA, eh bien, ils sont très équilibrés entre la recherche de gains de productivité et la recherche de gains de créativité. C'est-à-dire que vraiment, ils sont dans ce que l'OCDE avait un peu annoncé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement dans la recherche d'automatisation et de gains de productivité, ils sont beaucoup dans la production de valeur, sauf qu'on parle un peu moins d'automatisation et un peu plus d'assistants. Voilà. Et donc, on a comme ça un glissement sémantique de l'IA, du robot classique qui automatise vers l'assistant qui augmente. Voilà. Mais encore une fois, ce sont les collaborateurs qui le font d'eux-mêmes, et ces mêmes collaborateurs qui utilisent l'IA au travail spontanément peuvent refuser que l'IA devienne un projet d'employeur. Ils peuvent être enthousiastes à l'idée d'utiliser l'IA quand ils le souhaitent et réticents à l'idée que leur employeur leur impose un système d'IA. Benoît, quels sont les impacts dans les entreprises que l'on observe déjà ou ceux qu'on pourrait imaginer dans le... En fait, moi je souscris pleinement à ce que dit Yann, évidemment, parce que moi je suis frappé par le fait que plus la technologie s'installe dans une entreprise, plus la dimension humaine de l'entreprise prend du poids, contrairement à ce qu'on imagine en fait. Donc ça, c'est un point très positif. Moi, je suis absolument convaincu que plus on technologisera, plus la dimension humaine prendra du poids. Et on le voit d'ailleurs, parce que c'est assez cohérent. Vous vous souvenez tous que ça fait quand même 3-4 ans qu'on explique les fameux soft skills, etc. La dimension interpersonnelle devient forte. Plus il y a de technologie, plus il y a de dimension interpersonnelle, parce que pour le coup, la technologie, elle ne remplace pas cet aspect-là. Alors évidemment, ça change les métiers, ça change les profils, ça change les organisations. Et là-dessus, il y a deux choses, enfin il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est que jusqu'à récemment, moi j'observais en discutant avec des directeurs généraux ou des DRH, peu importe des entreprises, que l'approche de l'IA qu'ils avaient, elle était un raisonnement qui consistait à dire je vais gagner 30% de productivité, c'est à peu près ce que les études, je parle sous ton contrôle, les études donnent. Mais là, cette période-là, elle est en train de se terminer. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que l'approche productiviste, d'ailleurs, elle n'est pas si évidente, parce que les investissements IA sont considérables, et que, après tout, c'est un outil qui permet de travailler mieux qu'un outil qui permet de produire plus. C'est une vraie différence, en fait. Ça, c'est un premier constat que j'ai pu faire dans les entreprises. Le deuxième constat qu'on peut faire, et alors là, c'est très amusant, c'est que contrairement, vous vous souvenez, et j'espère qu'il n'y a personne de méta dans la maison, mais il y a 2 ans, moi, toute la presse me tombait dessus pour me parler de métaverse. Et puis là, personne ne me parle de ce machin. Par contre, tout le monde consomme l'IA et je pense que ça va durer. Parce que la différence, c'est que l'IA, c'est du quotidien. Tu l'as expliqué. C'est-à-dire que les gens, ils jouent dans leur vie de tous les jours avec ce truc-là. Tandis que métaverse, vous vous souvenez, il fallait foutre un casque. Enfin bon. Ouais, et puis ça a été très vite, surtout ça. Enfin, ChatGPT, ça a un an moi, et je demi, pense, même pas. je ne suis pas sociologue comme Yann, mais moi, je pense que la vitesse vient du fait que c'est dans le quotidien des gens. Autrement dit, c'est un peu comme l'appli en 2007, c'est devenu naturel. Et d'ailleurs, je fais le pari qu'à horizon peut-être 1 ou 2 ans, parce que ça va super vite, plus personne pensera à l'IA. En fait, ce sera un truc comme l'appli. Est-ce qu'on se lève le matin en se demandant quelles applis formidables on a? Non, au contraire, on regrette d'en avoir trop. Donc ça, c'est le deuxième aspect, c'est-à-dire que ça rentre dans les entreprises. Moi, je me souviens avoir discuté avec le patron d'une grosse ETI, on va dire, et qui me dit, moi, il n'y a pas d'IA chez moi. Formidable, ça veut dire que personne n'a téléphone portable, en fait. C'est assez nouveau comme organisation. Je dis, mais il y en a partout. Seulement, si vous ne organisez pas les choses, attention, parce que qu'est-ce que les gens balancent sur ChatGPT ou autre? Des données de votre entreprise.
Et à votre avis, elles ne sont pas perdues pour tout le monde, surtout avec l'intronisation d'hier. Et donc ça, c'est le deuxième aspect, dire que la dimension d'intégrer ça dans les métiers, pas en approche productiviste, mais en approche d'amélioration de la qualité de l'exercice qui est fait. Et puis le troisième élément que j'observe dans les entreprises, c'est, là on est, de mon point de vue, à la frontière. Pour ceux qui sont les moins jeunes d'entre nous, dont je fais partie, quand les applis, etc., sont arrivés dans l'entreprise, on a vu une certaine réticence des gens à promouvoir la politique digitale de leur entreprise. Parce qu'ils en avaient une approche qui était de dire, en fait, ce truc est en train de me manger mon métier. Et donc, je ne vais pas le promouvoir. Et d'ailleurs, la logique, la notion d'expérience collaborateur, elle est apparue de cela, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments d'expérience client qui ont été refondés par l'appli. L'expérience collaborateur est arrivée de ça. Pour l'IA, on est dans cette phrase-là. Pour le moment, les gens l'utilisent pour eux-mêmes. Ça a été très bien exposé par Yann. Mais ils ne sont pas encore promoteurs, vraiment, des définitions de l'IA par leur entreprise. Parce qu'ils sont un peu méfiants, quand même. Parce que et comme il y a eu un discours très productiviste depuis 2 ans, bon, ils se méfient un peu du truc. Je pense que c'est en train de se changer et donc ils vont devenir eux-mêmes promoteurs du système. Je fais le lien avec les applis parce que vous vous souvenez peut-être qu'au moment où tout s'est développé en 2007, 2008, 2009, finalement, les clients des entreprises avaient des accès très simples à la relation client quand le collaborateur devait continuer à saisir 4 fois son mot de passe pour entrer dans le système. Et d'ailleurs, puisque tu racontais que certains s'abonnaient pour leur travail, alors, on a connu la même chose, je me souviens, c'est quand j'étais ici, où en fait des gens répondaient aux clients de la Massif quand ils étaient en plateforme téléphonique avec leur téléphone portable, parce qu'ils arrivaient plus rapidement à trouver des infos que sur leur ordinateur. C'est quand même très révélateur. Ça prouve 2 choses. Ça prouve la première, que lorsqu'il y a du sens aux choses, les collaborateurs s'engagent. Parce qu'un collaborateur qui va chercher sur son téléphone portable personnel, avec sa truc de données, puis vous savez qu'à l'époque, vous vous souvenez, vous n'aviez pas 200 gigas, donc bon. Pour aller répondre à ses clients, c'est quand même un signe qui est intéressant, et il fait pareil avec IA. Il fait ça pour améliorer son travail et donc améliorer la qualité du service qu'il rend dans l'entreprise ou vis-à-vis de ses clients. Et le deuxième élément de l'entreprise, c'est qu'elle est en train de capter l'intérêt que ça a, mais en le circonscrivant à ce qui est vraiment intéressant. Autrement dit, pas un espèce d'effet de mode. Le dernier point, c'est la vitesse de déploiement qui est absolument sidérante. C'est-à-dire que je suis frappé par ça. En moins d'1 an, le truc envahit le système. Et je me souviens avoir discuté à une époque avec le directeur de la communication d'une grande banque française qui expliquait qu'il ne fallait pas essayer de freiner le développement d'Internet et des applis, parce que c'était comme une vague, en fait. C'est une vague qui recouvre tout. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, je suis étonné parce qu'il y a des meetings ou des réunions, je ne sais pas quoi, c'est le contraire de ce qu'on essayait de faire aujourd'hui, d'ailleurs, qui disent, bon, on va faire un truc sur l'IA. Mais en fait, l'IA est partout. Donc, de toute manière, puis là, il est là depuis très longtemps. Maintenant, il s'est popularisé, mais l'IA est partout. Autrement dit, il faut le prendre comme un élément structurant d'une évolution pas spécifique, il fait partie de l'ensemble. Oui, et c'est inévitable. Si on ne le prend pas, on loupe le train. Donc, non, mais on peut pas. En fait, ça va plus loin que ça, je pense. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas le prendre. Oui. Il fait partie du domaine. Donc voilà un petit peu. Donc les entreprises avancent petit à petit, et je note d'ailleurs que les plus petites avancent plus vite que les très grandes, parce que c'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire d'organisation, d'agilité, de réorganisation. Et j'observe plein de petites boîtes, ou moyennes, qui avancent très très vite, quand des grandes boîtes sont dans des programmes extrêmement longs, qui leur coûtent une fortune, et qui finalement, ils avancent un tout petit peu moins vite. Et leur problème, c'est que l'IA que vous avez le 15 janvier, c'est pas l'IA que vous avez le 15 juillet. Donc évidemment, dans une petite boîte, c'est beaucoup plus agile, ça va vite plus vite. Dans une grande entreprise, vous avez un projet de réorganisation, vous avez 200 slides, vous avez le BCG qui vous fait une étude, vous avez tout ce que vous voulez. Vous arrivez enfin à la conclusion, après avoir passé par le CSE et tout le monde. Hop, et on vous dit, ah bah non, c'est plus le même truc maintenant. On recommence. Comment est-ce que vous estimez, enfin toi Yann, avec ta vision, que c'est pris en main aujourd'hui par les DRH, et est-ce qu'ils y sont ou est-ce qu'il va falloir accélérer un peu ? Alors, il y a effectivement une accélération du sujet chez les DRH. Il y a quelques années, c'était plutôt considéré comme un projet des DSI, un projet technique, les enjeux cybersécurité, les enjeux data. Et on mettait beaucoup en avant le sujet data dans l'IA. Voilà, on disait il n'y a pas d'IA sans data. C'est toujours le cas. Voilà. Mais depuis notamment l'arrivée de l'IA générative, moi j'ai constaté dans certaines entreprises des RH qui sont moteurs du sujet auprès de la direction, et notamment sur le fait que ça les concerne aussi dans leur métier à eux.
hein. Je vous ai dit tout à l'heure que l'OCDE disait que c'était les managers, les directeurs généraux, les ingénieurs qui étaient les plus exposés. Généralement, la demande classique des interventions dans les COMEX, c'est « aidez-nous à accompagner nos collaborateurs ». Voilà. Et là, quand j'ai dit ça, c'est « aidez-nous ». Voilà. Aidez-nous. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas une énième transformation qu'ils vont piloter pour les autres, mais qu'ils font partie du nous de la transformation. Bon, en prendre conscience, c'est pas encore comprendre les tenants, les aboutissants. Mais voilà, on retrouve des RH qui sont moteurs et qui vont parfois initier des démarches de formation pour ce niveau top management. On retrouve aussi des binômes. Hein. Maintenant, on commence à voir des transformations conduites en binôme des SIRH. Voilà. Et là, moi, je suis intervenu toute l'année dernière auprès de Vinci Énergie. Et la demande, c'était pour toute la communauté RH, aidez-nous à parler le langage des DSI. Parce qu'il va falloir qu'on bosse avec eux, on aimerait bien comprendre ce qu'ils nous racontent. Et puis, maintenant, on dit, il faudrait que les DSI comprennent ce que vous racontez. Voilà. Et voilà, il y a un enjeu comme ça de trouver un langage partagé pour copiloter une transformation et éviter d'être en silo sur ces transformations. Voilà, il y a un risque évidemment que chacun voit le sujet à travers son langage et son expertise et dire voilà, l'IA c'est de la data, c'est de la cybersécurité, c'est de l'interopérabilité dans le système d'information. Une fois qu'on a fait ça, on a mis l'IA. Non, parce que là, le problème c'est qu'on n'a pas encore parlé du collaborateur, du travailleur, la transformation de son métier. Par contre, évidemment, si on regarde ça sous cet angle-là, eh bien, on passe à côté des sujets tech. Donc, on doit arriver à ça. Et puis après, sur le sujet IA générative et notamment sur cette dimension shadow, j'ai vu dans un grand groupe de construction, à nouveau une DoForce copilotée, mais avec le leadership, la RH. Donc là, on a quelques grands groupes, et là je vous parle d'un très grand groupe, CAC 40, qui dit, sur le sujet IAGEN, je vais le piloter par les RH, parce que je veux mettre en avant que c'est pour moi un sujet RH avant d'être un sujet tech. Et si on prend, on va dire, quelqu'un comme Sylvain Duranton, de BCG, lui, dans ses interventions, il va vous dire, un projet IA, c'est 70% un sujet RH humain, 20% un sujet de cas d'usage et 10% un sujet d'interopérabilité avec l'écosystème du système d'information. Le problème, c'est que les projets échouent parce qu'on fait les ratios inverses. On fait 70% un projet tech, 30% un projet humain. Et quand on arrive à la fin du projet tech, on n'a plus d'énergie, plus d'argent, plus de compétences pour être accompagné au même niveau qu'on a été accompagné sur la tech. Donc actuellement, on commence à voir les proportions du sujet IA qui sont en train de s'équilibrer entre un sujet tech et un sujet RH. Non, et puis moi j'ai la chance de connaître Sylvain Duranton, par définition, effectivement, qui a défini ça. Il allait un peu à l'encontre de tout quand il a lancé son mouvement. Bon, ça, c'est une vraie chance. Non, deux choses. Le rôle des RH, évidemment, vous savez plusieurs mois que je dis ça, mais les RH doivent se saisir du sujet absolument, au long des raisons qui ont été évoquées par Yann à l'instant, et pour une autre raison. C'est qu'il y a un certain nombre de métiers RH qui sont directement concernés par l'IA, d'administration, de paie, sécurisation des contrats, etc. Et par conséquent, si la fonction RH veut être légitime pour accompagner les transformations des autres, il faut qu'elle montre qu'elle est capable d'intégrer mieux que les autres ou avant les autres les logiques de l'IA. Sinon, il va y avoir une fracture. Et c'est pas. Alors, je suis d'accord pour dire qu'il faut aider les RH à se retrouver dans le vocabulaire tech. Moi, je suggère qu'il faille aider les DSI à se retrouver dans le vocabulaire RH aussi. Ça marche dans les deux sens. Et là, il y aura une bonne collaboration. Mais ce n'est pas la première des collaborations à créer. On en a déjà qui ont été créées. Entre les RH et la com interne, c'est un débat éternel. Entre les RH et la RSE, c'est un débat éternel. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça remet le métier de RH au cœur de ce qu'il doit être à l'origine, c'est-à-dire qu'il organise le fonctionnement collectif. Moi, j'explique souvent dans les interventions que je peux faire que c'est d'abord une fonction collective, et là, on en a typiquement la preuve. Donc, si les RH ne se saisissent pas de l'IA, on aura peut-être des trucs formidables qui ne marcheront pas, avec un corps social qui freine, et avec un corps social qui vit mal. Et puis, d'autres points, il ne peut que s'en saisir, parce que ça a un impact d'organisation sur les métiers, un impact de redéfinition des tâches à l'intérieur des métiers qui est absolument considérable, et qui renforce paradoxalement l'intérêt des métiers. Mais ça se construit, ça se travaille, ça se reconstruit. On n'est pas encore entré dans la phase où les fameuses fiches de poste ou définitions de fonction sont littéralement fracassées par l'IA. On va y aller, mais c'est fracassé positivement, c'est pas la question. Ça impacte l'organisation de l'entreprise, et puis ça permet peut-être d'arriver par un autre chemin à quelque chose qui est assez attendu, qui est le renforcement de l'aspiration à l'autonomie des gens et arrêter d'avoir des espèces de systèmes multi-hiérarchisés, multi-reportés, parce que ça donne de l'autonomie aux gens et ça sécurise l'autonomie. Et ça, c'est
plus que jamais un sujet RH, donc les RH commencent à s'en saisir. La présence de tous les gens qui sont ici le prouve. C'est une des motivations qu'on a eues avec Alexandra et les autres pour lancer cette matinale. Et c'est dans cette logique-là, donc on commence, mais on n'a pas fini. On doit malheureusement clôturer, mais il y a un sujet aussi autour des syndicats. Mais comme vous intervenez encore sur d'autres tables rondes, on en parlera à ce moment-là, mais aussi le poids sur le social et comment on intègre les syndicats là-dedans. Et toi, tu travailles pas mal avec eux, Yann. C'est important, ça. Ouais, c'est un point clé. Notamment le calcul des biais. Moi, j'ai parlé avec 2 patrons de confédération qui expliquent ça. C'est que, oui, je sais, je vais arrêter. C'est en disant, on utilise l'IA pour le recrutement. Quels sont les biais qui sont mis dans la machine? Parce que ça, c'est un élément très, très important, parce que sinon, vous pouvez diriger votre modèle. Donc, je crois que les partenaires sociaux sont très impliqués. D'ailleurs, j'en ai croisé une tout à l'heure. Sont très impliqués sur ce sujet, et c'est fondamental. C'est un sujet de dialogue social positif. Les biais et l'évolution des compétences. Il y a plein de sujets autour des syndicats derrière. Mais, ok, super. Voilà. Merci à tous les deux.